Il y aura une série de questions-réponses à la fin des 3 présentations de retour d'expérience. On va tout de suite partir à Nantes, si vous en êtes d'accord. Okay. Donc à tout à l'heure. On va aller demander à toute l'équipe autour d'ADI de venir nous rejoindre. On va avoir le promoteur, Bertrand Moore, directeur général de ADI, qui va nous présenter son intention, son projet. Stéphanie Vincent, architecte de Béranger Vincent Architecte, et Florian Lefebvre de Cruard Charpente. Ça fait du bien aussi d'entendre les entreprises pour la mise en œuvre. Deux beaux projets de construction bois. En effet. En ville. Oui. Vous avez 20 minutes pour nous présenter ces projets. On va essayer de tenir le planning. Pierre-Yves, je sais que le sujet intéresse tout le monde. On va parler de l'équipe, comment c'est constitué, parce que je pense que c'est intéressant. Une opération, c'est avant une question d'équipe, de femmes et d'hommes qui savent travailler ensemble. Donc, si on se rappelle, on a fait 2 opérations les uns les autres. On va peut-être passer à la slide d'après, juste pour donner l'image de ces opérations. C'est bien passé. Voilà, l'opération Woody Wood d'Hervalière que vous avez fait ensemble, Cruard et Béranger Vincent, et puis notre côté ADI, donc Kiboury, Euronantes, en 2018, Arenbild, et l'entreprise Cruard qui nous a aidés sur cette opération dont on parlera peut-être un tout petit peu après. Voilà, donc sur ces 2 dossiers, les équipes sont retrouvées. Ça a donné l'occasion de concourir pour une opération sur laquelle nous avons malheureusement perdu. Mais un deuxième dossier nous a donné l'occasion, avec Elodé, de faire en sorte de réaliser l'opération dont on va vous parler aujourd'hui. C'est une opération qui est réalisée dans non pas une ZAC, mais un lotissement. Et c'est Elodé sur la commune de Saint-Herblain qui nous donne cette possibilité dans un site exceptionnel, et on les en remercie. Stéphanie, vous allez en parler ? Oui, bonjour. Oui, en effet, c'est un site assez remarquable, assez rare de travailler sur un site aussi beau. Très arboré, avec des arbres très grands houppiers, donc c'était assez magique. Et du coup, nous, sur cet îlot-là, l'îlot H, on intervient finalement, on le voit un petit peu sur l'image, entre ces grands arbres, c'est une sorte de clairière. Et donc la grande contrainte, là je vais parler pour ma partie, en tout cas la partie urbaine architecturale, c'était d'essayer d'éviter de toucher aux arbres. De toute façon, on n'avait pas le droit, on était cerné de zones classées boisées. Et donc, il fallait tout de suite imaginer un projet finalement assez compact, assez haut, et qui résonne avec ce contexte assez particulier d'arbres. Donc, assez vite, on a imaginé un projet à l'expression, en tout cas, une expression avec une matière en bois. Et puis, la fiche de l'eau, évidemment, demandait aussi de construire en bois. Voilà, donc des petits schémas qui expriment en fait... Vous le voyez sur la gauche, l'emplacement réservé qui est en blanc pour construire, donc très peu, finalement un grand terrain, mais très peu de place pour construire. Et puis à droite, la façon dont on est venu s'installer dans le site. Alors au plus près de la topographie, parce qu'en plus on a, ce que je n'ai pas dit précédemment, mais c'est qu'on a une pente assez importante vers le nord. Je ne sais plus, vers le nord, voilà. Et donc, on a dû travailler aussi avec cette pente pour y installer un sous-sol qui est donc semi-enterré. Voilà, donc il y a un petit peu de béton sur le projet. Enfin, Florent va nous en parler tout à l'heure. Voilà, donc on a assez vite travaillé avec l'entreprise Cruard, avec ADI bien sûr, mais avec l'entreprise Cruard par rapport aux contraintes sur le fait de construire en tout bois. Alors, on dit tout bois, mais en réalité, on a quand même, le schéma le montre, un peu de béton. On a donc un sous-sol qui est évidemment construit en béton, avec une première dalle haute de rez-de-chaussée en béton aussi pour des raisons de feu. Et puis le reste est majoritairement construit en bois. Donc cette série de 6 petits schémas montre un petit peu comment on est venu s'insérer dans ce milieu boisé. Et tout l'enjeu aussi pour nous, architectes, c'était de donner en fait aux logements, on a 28 logements ici, tous des vues évidemment sur cet environnement boisé d'exception, et des vues, alors on n'est pas doublement orienté, mais on a travaillé en fait des logements qui s'enroulent autour de ce noyau que vous pouvez voir sur les schémas, afin que les logements soient organisés en angle. Voilà, donc ils s'enroulent tous autour avec des terrasses pour certains, de grandes terrasses. Voilà, des plans un peu plus techniques des logements, mais là on comprend bien
comment on est venu s'installer au rez-de-chaussée, sur le plan de gauche. Et puis sur le petit schéma de droite, donc c'est un plan d'étage, donc le premier, où on comprend bien en fait que le noyau est situé bien au milieu. Donc tu vas nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc bien au milieu, le noyau de circulation et les logements qui s'enroulent efficacement avec évidemment une structure qui plombe dans la mesure du possible. Et on a, afin de raisonner en fait avec le contexte très vert, on était assez convaincus qu'il fallait travailler une maille en bois qui vienne enrouler le bâtiment. Et cette maille en bois exprime aussi une certaine légèreté qui pour nous était importante dans sa résonance avec le site. Je te laisse sur les coupes. Donc effectivement, là on voit les coupes du bâtiment. Donc on a parlé de ce noyau central qui nous sert de stabilité. Alors ça a été tiré un petit peu de nos expériences passées, aussi bien avec ADI qu'avec Béranger Vincent. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose d'efficace. Donc un noyau béton, peut-être plus simple certainement au niveau des raisons feu, tout simplement, qu'un noyau bois. Et puis ça marche très bien. Donc on est aussi parti dans l'idée de mettre le bon matériau au bon endroit. Et d'essayer d'en mettre le moins possible, tout simplement. On a voulu garder sur ce projet une modularité possible entre les logements, ce qui fait qu'on n'a aucun refend porteur sur le bâtiment. Tous les planchers portent du noyau béton aux façades. Donc des petits détails de principe. On voit une fixation donc des planchers, donc c'est des planchers innovants, planchers hybridales. On a obtenu latex en novembre l'année dernière. Donc déjà un grand merci à ADI et puis à Béranger Vincent de nous avoir fait confiance, parce qu'au tout début de l'histoire, latex on ne l'avait pas. Donc on aurait pu être embêté sur le projet. Mais en tout cas, voilà, toute l'équipe, on a bossé chez nous avec nos partenaires. On a réussi à avoir cet latex qui est le sésame pour pouvoir construire tous les bâtiments qu'on va pouvoir construire par la suite. Donc la fixation sur le noyau béton, assez simple, et on voit que sur la rive, côté ossature bois, donc la poutre porteuse de rive, elle est intégrée au caisson hybridal, ce qui fait qu'on n'a pas de poutre porteuse qui forme la ceinture. On vient directement s'appuyer sur des poteaux. Alors petite histoire sur les poteaux, c'est le seul élément qu'on a pu garder en bois apparent. On s'est battu pour garder le plus possible de choses, plus possible de bois apparent dans les logements. On a dû demander un avis à un organisme feu qui est Effectis pour pouvoir garder les poteaux apparents. Les poutres, on n'a pas pu. Et puis le solivage, n'en parlons pas, c'est pas possible. On a dû les protéger. Donc ça, c'est un petit peu la problématique de ce type de logement, de ce type de bâtiment, quand on commence à dépasser les 28 mètres de hauteur, on commence à être il faut protéger le bois, tout simplement, la propagation du feu. Donc voilà la façade, une des façades principales. Ce que je racontais tout à l'heure en fait sur l'enveloppe assez légère en fait qui résonne avec le site, où on a donc cette maille en bois, des planchers bois et nos garde-corps en bois également. Voilà. Un autre point de vue où on n'a pas pu enterrer tous les parkings et puis surtout on n'avait pas le droit de creuser davantage. Donc on a une petite zone de stationnement en aérien, mais qu'on a protégée avec une petite pergola en bois pour préserver les vues des futurs habitants. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut le dire, c'est une opération dans laquelle on a 8 niveaux de logement, 8 niveaux en élévation, oui. R+7, on a un niveau de sous-sol, un niveau de rez-de-chaussée qui est occupé par des stationnements, donc on est sur une opération dont, j'allais dire, l'impact sous-sol est peut-être important dans une prévision RE 2020 et on en reparlera sans doute sur ces sujets dans les années à venir. Alors peut-être une petite frise sur l'avancement du dossier, voir un petit peu comment les choses sont aujourd'hui dans le déroulement. Donc c'est un dossier sur lequel on a répondu en consultation, si ma mémoire est bonne, en avril 2019. Voilà, je ne suis pas trompé. On a été retenu par LOD et on les en remercie encore en juillet 2019 pour une équipe qui était déjà constituée, comme vous l'avez compris, avec des gens qui avaient déjà eu l'habitude de travailler ensemble. On a travaillé donc pour déposer un permis fin 2019. Celui-ci a été instruit pendant une période dont tout le monde a souvenir, une période Covid qui n'était pas forcément facile. Pourtant, un arrêté a été délivré en juin 2020. On obtient notre permis et on avance sur ce dossier
avec une phase pro qui nous a donné l'occasion de rentrer dans certains détails. On va en parler un petit peu tout à l'heure. On a lancé commercialement l'opération donc en septembre 2020. En avril 2021, nous avons acheté notre terrain au moment de démarrer nos travaux, que nous avons aujourd'hui bien avancés, sont en cours. On est au plancher bas du rez-de-chaussée et on a une prévision de livraison au premier trimestre 2023, peut-être un peu avant. On ne va surtout pas le dire si on a des clients dans la salle. En tout cas, on espère avancer. La commercialisation est avancée un peu plus que ce que vous avez sur l'image. On est à 12 ventes aujourd'hui. Quelques chiffres en termes de prix pour que vous ayez des indications. L'aménageur nous avait demandé de différencier des prix pour des propriétaires occupants et des investisseurs ou des acquéreurs n'ayant pas forcément fait leur choix. Pour 50% de la surface, nous étions donc en propriétaires occupants et investisseurs. Quelques prix pour vous donner une indication. On est à 3 500 ou 3 900 euros du mètre carré pour les propriétaires occupants en fonction du taux de TVA, puisqu'on bénéficie d'un taux de TVA réduit, et à 5 200, parking compris, pour les investisseurs. Alors, je donne juste une comparaison sur les prix du marché. Pierre-Yves, tout le monde le sait, 4 900 euros en moyenne sur la métropole nantaise, donc on est plus cher que la moyenne, 6% de plus, mais c'est l'occasion d'avoir un logement qui est en avance sur son temps et qui, le moment venu, en revente, sera plus facile à valoriser. Donc c'est le président de l'Observatoire des marchés du Pays de la Loire qui nous dit l'Oloma. Et en même temps, donc moi j'ai un autre indicateur à vous donner, il vous reste à peine 10 minutes. Mais c'est bien ce que je pensais, on est toujours sanctionné quand on parle trop. Alors, petite indication, carte d'identité performance, on l'a exprimé comme ça. Alors, une indication sur ce bâtiment, je pense que c'est effectivement le premier bâtiment de grande hauteur en logement bois sur la métropole, en R+7. Alors, pour ADI et pour comment Florian et Stéphanie ne sont pas forcément des nouveautés. En ce qui concerne ADI, nous avons livré en 2013 le bâtiment pôle bois pour la filière bois régionale, un bâtiment de bureau en R+3, 2100 m² de mémoire. En 2018, on a livré une opération que nous avons réalisée ensemble avec l'entreprise Cluard, un bâtiment R+6, 3600 logements sur Euronan de Gare, bâtiment là aussi qui était très largement en bois, un noyau central en béton et du bois et un petit peu de métal, mais on ne va pas le dire trop fort. Voilà, donc on avait déjà cette connaissance de cette capacité à faire, pour ça qu'on s'était lancé dans ce dossier, mais voilà, quand même une nouveauté. Deuxième sujet sur lequel je pense qu'on avait là aussi une offre qui était intéressante, mais qui était à regarder aussi en fonction du bois. On a souhaité apporter la possibilité à nos acquéreurs de concevoir leur logement dès la réservation, avec la possibilité de moduler des pièces plus ou moins grandes, avec un outil numérique qui était disponible et qui a bien fonctionné. Un petit bémol près, c'est qu'on va le voir pour des questions, j'allais dire, d'acoustique, la possibilité de décomposer un logement comme on a pu le faire sur d'autres opérations avec cette même solution ne peut pas se faire en déplaçant le mur séparatif entre deux logements. Il faut évidemment conserver une position, parce que structurellement, on a besoin de décomposer nos logements. Donc sur le bois, c'était peut-être pas forcément la chose la plus simple. Et puis, en matière de taille moyenne, on en a parlé tout à l'heure, 63 mètres carrés. Je pense que la question de la taille moyenne des logements fait l'objet de discussions en ce moment sur la qualité du logement. Il y a un élément important dans cette qualité du logement qui n'est pas forcément révélé souvent, c'est la surface extérieure. On est à plus de 25% de surface extérieure pour les logements, en plus d'un espace commun que nous avions au 5e niveau. Et si on continue sur cette petite logique de performance, donc une étude de Thermite qui nous amenait sur la RT 2012 à moins 40, donc sur le CEP, et un gain de 52% sur le B-Bio. Une performance environnementale E3C2, alors comme mon directeur technique m'a donné les chiffres, je vais vous les donner, autrement ce serait dommage de ne pas les avoir sortis. En E, on était à 70 kW par mètre carré, donc qui nous fait E3. Faire mieux aurait été positif, on n'aurait pas su faire. Et en carbone, 702 kg de CO2 par mètre carré. Voilà la performance. Notre bureau d'études sur ce dossier, c'est Solab, qui nous a beaucoup aidé dans le développement de ce dossier. Et puis, un sujet bâtiment biosourcé niveau 3, à plus de 120 kg par mètre carré. Là, je pense que, évidemment, vous l'avez compris, ce qui était comptabilisé, c'est le bois, très largement, qui d'ailleurs apparaissait beaucoup dans les balcons et terrasses dont on a parlé tout à l'heure. Un peu moins parce que caché en façade, faut se dire les choses. On a un parement métallique sur nos façades pour des raisons réglementaires. Mais ce niveau biosourcé, 120, est très largement au-delà des 36 kg dont on parle pour le niveau 3.
Et puis dans cette opération, nous avons prévu deux bornes de recharge électrique pour des véhicules afin de compléter le panel. Voilà, si on se dit ce qu'on a découvert comme difficulté au cours de cette opération, évidemment, compte tenu de la hauteur et de la zone sismique niveau 3, nous avons été amenés à faire un noyau central qui a été surdimensionné. Les voiles, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on est bien au-delà des 30 cm, dont acte. Pour le feu, ça a été évidemment un sujet à tous les niveaux. La façade, on en a parlé, l'encombrement des poutres, Florian vient d'en parler. Faux plafond, le surdimensionnement des poteaux pour qu'ils tiennent au feu. Donc voilà, on a quand même des contraintes qu'on a un peu découvertes au fur et à mesure de l'avancée du dossier. En acoustique, puisque les opérations dont je vous parlais tout à l'heure, c'était des opérations en bureau, et on voit qu'en bureau, les choses sont assez simples. L'acoustique en logement, c'est une autre affaire. On a voulu prendre toutes les sécurités parce qu'évidemment, ne pas traiter ces questions d'acoustique, c'est ne pas traiter le confort dans le logement. Donc là, il y a un certain nombre de sujets. Séparation, en effet, de chaque plancher de logement. Des faux plafonds avec suspente ou pas, on verra, ça fera encore l'objet de traitement. Et puis, tout ce qui est incorporation traversée dans les parois coupe-feu, il y en a au plafond, sur les murs. On est obligé d'avoir des pots spécifiques. Je pense notamment aux pots de centre pour nos éclairages et pour nos prises. Et puis tout ça, pour être très concret, ça a une conséquence directe, l'évolution de notre coût de travaux qui est passé de 1950 au moment de la réponse à 2410 aujourd'hui, euros du mètre carré hors taxe pour cette opération. Voilà, puis on en vient à la conclusion, et c'est bon pour le timing, ça marche. Bon, voilà. Est-ce que c'est une solution adaptée? C'est la question qu'on s'est posée. Alors oui, elle est adaptée pour répondre aux besoins de l'aménageur. En tout cas, la réponse qui nous avait été demandée, c'était de répondre en bois, dans un environnement où le bois était très présent. Donc, on a répondu avec une solution qui permet de toucher le bois extérieur, mais pas trop à l'intérieur. Sur la question de l'intégration du bois et de la rapidité de construction, je dois dire qu'on n'a pas été dans la réussite, puisqu'on empile finalement une partie gros œuvre et une partie bois qui va très vite, mais on ne gagne pas de temps. C'est un peu, moi, ma déception. Et puis, il y a peut-être un sujet de confort thermique sur lequel on a une vigilance qui avait été soulevée par notre bureau d'études. Alors, est-ce que c'est l'intérêt du démonstrateur, c'est de rendre reproductible? Le démonstrateur, c'est bien pour apprendre tous. Je pense qu'on a beaucoup appris. On est très content d'avoir appris. Maintenant, si vous me demandez de faire exactement le même bâtiment dans les mêmes conditions, à mon sentiment, ce serait une erreur, mais je laisserai répondre mes partenaires sur ce dossier. Ceci étant, est-ce que c'est pertinent d'avoir les indicateurs qu'on utilise? Je reviens sur un indicateur, les 120 kg, parce que finalement, quand on pousse les produits biosourcés, on pousse la masse et on ne pousse pas la proportion de matériaux dans l'opération. On fait en sorte de pousser le curseur. Et je pense que les questions vont se poser assez rapidement sur la matière que l'on met dans nos opérations, et que la RE 2020 devrait peut-être se poser plus de questions là-dessus. Peut-être qu'il faut être encore plus vigilant sur ces questions de consommation de matière pour répondre aux problématiques de consommation frugale. Et si on se pose la dernière question, qui n'est pas une question, qui est une certitude, je pense que s'il fallait faire une conclusion, évidemment, c'est de se dire, dans toutes les opérations qu'on doit réaliser, il faut pouvoir mettre le bon matériau au bon endroit. On parlait tout à l'heure de Kibori, on a un peu de bois pour traiter un porte-à-faux. Est-ce que demain, ce n'est pas des opérations en bois, en métal, en béton qu'il faut réaliser, en terre crue peut-être? En tout cas, sur cette confortation de réflexion, avec le coût de travaux auquel on est arrivé, on n'est pas sur une réponse qui est adaptée. Elle est sans doute plus adaptée sur des hauteurs moins importantes. Et en tout cas, elle doit répondre, c'est en tout cas la nécessité de répondre aux besoins des territoires et de construire, parce qu'il faut construire. Là, je reprends ma casquette président de l'AMA, il faut évidemment construire pour répondre aux besoins de ce territoire. Florian, vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Non, bien insister sur effectivement le bon matériau au bon endroit et la mixité des matériaux. Nous, on y croit vraiment. C'est pour ça qu'on a lancé ce nouveau produit hybridal en mixte bois-béton. Après, on a eu aussi, c'est un nouveau matériau, donc forcément, il n'est pas très connu. Donc niveau acoustique, on s'est blindé. On a mis des résilients acoustiques sous les appuis. On a mis beaucoup de choses qui effectivement coûtent un peu cher. On a mis des plafonds acoustiques qui nous coûtent aussi assez cher sur ce produit. En même temps, il est démonstrateur, donc il vaut mieux qu'il soit réussi. Mais je pense qu'on pourra à terme enlever certaines choses quand on maîtrisera mieux le produit en tout cas, et qu'on aura des retours plus d'expérience.
Merci beaucoup pour le propos. On a presque l'impression d'être dans une réunion Novaville où on se dit tout. Mais il faut se dire tout. Donc les points positifs et puis un petit peu tout le reste. On a le temps de prendre une ou deux questions uniquement sur ce projet avant de reprendre un débat après le... Trop d'honneur que vous faites. Sinon, on va passer tout de suite à la suite. Monsieur. C'est parfait, c'est au deuxième rang. Je ne vais pas trop courir. Ça va être très rapide. Théophile Leroy, Ad Hoc Architecture. J'ai une petite question pour Monsieur Lefebvre. Au niveau de la construction du système hybridal, c'est le gros œuvre qui coulait le béton sur votre système ou c'est vous qui absolument pas. Tout est fait en atelier. C'est toute l'innovation du produit. Donc tout est coulé en atelier. On arrive avec un plancher et la dalle de compression déjà coulée. Donc il n'y a plus rien à faire sur le chantier. On n'a pas besoin d'étayer, on n'a pas besoin de couler sur site et d'attendre les 28 jours. J'ai cru que c'était pour ça qu'au niveau du planning, c'était... Non, en fait, c'est un peu une exigence que nous, on a donnée par les expériences du passé, c'est qu'on va attendre que tout le noyau central sera monté jusqu'en haut avant de commencer l'implantation du lot bois. ADI aurait souhaité qu'on intervienne en même temps, mais pour des raisons déjà logistiques sur le chantier, c'est très compliqué de travailler les uns sous les autres. Et puis, par expérience, il faut attendre qu'il soit monté jusqu'en haut parce que le gros œuf peut un peu se décaler. Si on est mal parti, ça va être difficile de rattraper en tout préfabriqué. Voilà pourquoi la préfa a une exigence en termes de positionnement et de dimensionnel qui n'est pas la même que celle que l'on réalise sur le chantier. On aurait fait un noyau central en préfa, ça aurait été parfait. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure après la dernière présentation.